Merci. Je voulais commencer quand même par remercier en notre nom à tous pour leur merveilleux accueil, Stéphanie, Jean-Guillaume, leur famille, toute leur équipe, dans cet endroit harmonieux et tellement pacifique qui a été soudain placé dans la tempête du monde. Merci mille fois. Merci alors pour les conversations riches. Et puis merci d'avoir pensé à moi pour le job le plus facile. Résumé en 10 minutes, 20 heures de discussion de haute volée sur les enjeux brûlants de la relation transatlantique et de la politique internationale. Merci Laure, je prends comme une marque d'amitié. Ouais. Alors je fais un petit aveu d'abord, parce que venant ici pour la première fois, je m'attendais à un festival de citations de Tocqueville. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'avais mon propre petit stock de formules ciselées par le grand homme. Et finalement, j'ai été un peu déçu à cet égard, puisqu'on a entendu des citations de Husserl, Locke, Heidegger, Montaigne, même Napoléon et Bismarck. Et finalement, jusqu'au panel précédent, assez peu de Tocqueville, à l'exception de Donna Brazile et de Nicolas Tenzer. Mais évidemment, je vais y remédier. Et donc, Tocqueville disait « Ce qu'il y a de plus difficile à comprendre et à apprécier, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et nous en sommes la preuve vivante, puisque nous sommes venus spécialement pour ça. » Je ne vais pas vous infliger mes propres réflexions sur les sujets que nous avons évoqués, mais plutôt partager brièvement avec vous ce qui m'a frappé et ce que j'ai retenu de ces travaux. Je vais m'en tenir à 3 idées forces, même s'il y en a évidemment beaucoup plus, et puis quelques interrogations. La première ligne de force, c'est que l'Amérique et l'Europe s'éloignent inexorablement l'une de l'autre. Nicolas Bavrez a bien décrit le retournement agressif de l'Amérique. Le désengagement américain désarçonne les Européens, orphelins de leur papa, mais il stimule aussi leur désir d'indépendance. L'Europe est un peu prise de vertige, presque d'angoisse devant l'ampleur du défi. Pascal Bruckner l'a joliment dit, l'Europe cultive un pessimisme du changement. L'Amérique invente, la Chine copie et l'Europe régule. Quel brillant résumé de l'état actuel de la géopolitique. L'Europe est meurtrie, un peu comme un enfant maltraité par ses parents, mais elle se dit que l'Amérique le regrettera. Trump fait peut-être une erreur, nous a dit Hervé Morin. C'était un grand avantage pour les États-Unis d'asseoir leur domination sur un continent aussi riche. Si on devient plus indépendant, on n'aura plus besoin de s'aligner automatiquement. C'est l'éternelle dialectique du dominant et du dominé. Mais est-ce vraiment la fin de cette domination ? On a vu ces derniers jours un Trump impérial, jouissant de la soumission volontaire des autres membres de l'OTAN. Espérons que l'Alliance Atlantique ne devienne pas une sorte de pacte de Varsovie. Je rappelle que c'est la seule alliance militaire de l'histoire qui n'ait jamais fait la guerre qu'à ses propres membres. Et si l'Europe développe sa propre industrie de l'armement, M. Trump risque d'être fâché qu'on lui achète moins d'armes. Eh bien, tant pis pour lui. La question centrale reste posée. Comment fait-on de l'Europe une puissance ? On l'a entendu cet après-midi, le réarmement n'y suffira pas. Il faut que l'Europe se dote des instruments de la puissance politique. Et c'est un chantier colossal. Mais je mets déjà au vote la proposition de Benjamin Haddad. Faut-il donner à Trump le prix Charlemagne du plus grand Européen de l'année ? La deuxième idée, c'est que Trump n'est pas le problème. Alors nous avons appris tout à l'heure, grâce à Declan Ganley, que Donald Trump était italien, sicilien, napolitain, calabrais. Il ne manquait que le mot de mafia, me suis-je dit, mais bon, les journalistes ont mauvais esprit. Declan, nous allons suivre votre conseil de changer son accent pour mieux le comprendre. Plus généralement, j'ai été frappé par le décalage de perception entre les intervenants européens et nos amis américains sur le phénomène Trump. Contrairement à nous, il semble avoir totalement banalisé. Dana White nous a dit « Trump est un pragmatique ». Donna Brazile, il n'est pas là pour toujours. Joshua Mitchell l'a décrit comme un démocrate version John Fitzgerald Kennedy qui débarrasse l'Amérique de sa culpabilité. C'est peut-être, comme l'a noté Pascal Bruckner, un réflexe de déférence envers le locataire du bureau ovale. Je crois que c'est profondément le résultat de la banalisation de Trump.
Et pourtant, personne ne semble vraiment capable de nous dire où il emmène l'Amérique. Et la question a été posée dans un panel. Nos amis américains ne semblent pas vraiment s'en soucier. Aucun n'a posé la question du mépris des règles et des lois, ni ne s'est demandé quelle serait la prochaine qu'il enfreindrait ou briserait. Acceptera-t-il de partir en 2028 ? La complaisance de la Cour suprême les inquiète-t-elle ? Il y a eu le 6 janvier 2021, mais plus personne n'en parle. Pourquoi s'arrêterait-il là ? Il en a été assez peu question. Or, il me semble qu'il y a un effet de miroir entre le recul de l'état de droit aux États-Unis et le déclin de l'ordre international. Andrea Bianchi a même évoqué Guantanamo, cette zone sans loi, où il se trouve que je suis allé personnellement 2 fois. Et si Guantanamo, le concept, avait quitté sa réclusion cubaine pour se répandre comme un virus dans le reste du monde ? Ma troisième idée, c'est que la menace est partout, mais qu'il n'y a pas de fatalité de la défaite. Regardez l'Ukraine. Bernard Hémillet nous a dit avec force, nous sommes dans un monde en guerre, avec la domination des 3 empires, Russie, Chine, États-Unis. Pas question de back to business as usual, c'est fini, a-t-il dit. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler sa deuxième mise en garde. Tous vos partenaires chinois, quel que soit leur domaine, sont des espions. Hein ? Il faut juste le savoir. Face à la Russie, l'Europe est en guerre, nous a aussi rappelé Nicolas Tenzer, et il n'est pas le seul. On a entendu un avis dissident. Pour Hervé Morin, la menace russe n'est pas existentielle, et les chars russes à Paris, c'est une blague. Konstantin Sigov lui a répondu « Le régime criminel de Poutine représente une anti-Europe ». Jacques Rupnik a cité Václav Havel. Le problème avec la Russie, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Et lui ajoute « Les Russes ne font pas la distinction entre la nation et l'empire ». Pardon, j'ai perdu un peu mon fil. Je voudrais mentionner peut-être un chaînon manquant dans nos réflexions. Quels sont les ressorts de l'alliance Trump-Poutine ? Ici, l'un a été présenté comme l'incarnation d'une catharsis populaire légitime et l'autre comme une déclinaison monstrueuse de l'impérialisme soviétique. Alors, qu'est-ce qui les lie ? C'est peut-être un sujet pour les prochaines conversations. Je finis de quelques mots. Je crois que c'est Olexa Machiviuk qui nous a ramené à l'essentiel en disant que l'effondrement de l'ordre international a été précédé par l'effondrement de la morale. Elle nous a rappelé l'importance de toujours mettre l'humain au premier plan. People first, not America first, or Europe first, by the way. Et Andrius Kubilius nous a rappelé opportunément la formule de Reagan, la liberté n'est jamais à plus d'une génération de l'extinction. Je laisse le dernier mot à Pascal Bruckner parce que je crois qu'il a eu la formule la plus tocquevillienne de ces 2 jours. Les meilleurs en démocratie sont ceux qui emmènent l'humanité dans une nouvelle aventure. Qu'ajouter à cela ? Jean-Guillaume de Tocqueville nous avait invités à réhabiliter le plaisir du dialogue. Mission accomplie. Hello and good afternoon. Bonjour et bonjour à tout le monde. Je vais parler en anglais aujourd'hui. Je m'appelle Lucy Reed et je vous remercie pour cette opportunité de clore ces conversations de Tocqueville avec vous aujourd'hui. Quand j'ai commencé, je voudrais commencer avec une note d'un auteur qui connaît bien Tocqueville. Tony Ta-Nehisi quote, vous ne pouvez pas agir sur ce que vous ne pouvez pas voir, et nous sommes attaqués par nous sommes dépendants de langues mortes et de mots morts, et ça n'est pas suffisant il doit y avoir quelque chose en vous, quelque chose qui demande de la clarté, et vous allez avoir besoin de cette fin, car si vous suivez ce chemin, très rapidement, vous allez vous trouver à vous confronter pas simplement à les mythes, les histoires, mais vos propres mythes et histoires.
Et pour quelqu'un qui est finlandaise et américaine, j'ai passé les 2 derniers jours à me demander ce que cela veut dire d'avoir 2 passeports. Et pour vous parler en particulier aujourd'hui d'un point de vue d'une jeune américaine étudiante et également une ambassadrice des droits de l'homme, cette conversation que nous avons eue sont urgentes. Elles montrent que le futur de la démocratie et nous pose la question fondamentale pour savoir où nous sommes arrivés là et que nous faisons ensuite. Nous avons exploré la révolution MAGA et le révisionnisme russe dans le sujet le plus large de la polarisation et des risques à la démocratie. Nous avons Mirjana Spoliaric, la présidente du comité de la Croix-Rouge, qui a expliqué où aller. Nous avons également eu Donna Seville et Joshua Mitchell et des discussions sur la sécurité en Europe et avec le devoir de la droite internationale avec Kenneth Ross et Alexandra Matvichuk. Il n'y a pas de doute que tous ces membres des nations et de la terre partagée se posent des questions sur la solution collective pour tous les citoyens dans le contexte de peur actuel. Et il y a de l'espoir, mais je reste encore un sentiment profond de dissonance parce que de mon point de vue, il ne s'agit pas simplement de la démocratie qui est menacée aux États-Unis, c'est de nombreuses communautés, les indigènes, les noirs, les immigrés et les pauvres, et qui n'a pas vraiment connu la démocratie. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais cela touche des millions d'Américains au quotidien. L'administration Trump est le symptôme de force de long terme et avec des envies d'isolation nationaliste et la démocratie n'est pas simplement atteinte par des coups d'État, mais également par le silence et de ce que nous ne faisons pas. Et par conséquent, nous avons besoin d'espace, comme pour ces conversations, pour discuter de toutes les différentes opinions, les différents aspects. Et grâce à ce processus, nous ne pouvons pas oublier la dignité inhérente de tout le monde. Beaucoup de personnes ont toujours essayé de mettre fin à la démocratie et je regarde toujours vers l'Ukraine et vois le test de l'engagement européen pour la démocratie et la dignité humaine est le plus important. J'ai pas entendu beaucoup parler de la Palestine et du génocide et de la crise humanitaire, y compris de la RDC, également le Soudan et d'autres crises invisibles de par le monde. Si nous voulons parler de l'état de droit et de la défense de la société libre, nous ne pouvons pas oublier les lieux où la violation a lieu, et en particulier lorsqu'elles sont financées par les pays qui sont rassemblés ici. Et si vous parlez de la démocratie, nous risquons. Et en tant qu'Américaine, en tant qu'Américaine, je veux vraiment que nous résistions la révolution MAGA et tout ce que nous avons fait pendant ces conversations et faire encore des discussions qui vont inclure tout le monde. Et voici la question de ce que nous pouvons faire. Beaucoup de panélistes ont demandé une sécurisation et d'avoir une stratégie de défense pour résoudre à la vulnérabilité de l'Europe et l'Europe n'est pas simplement vulnérables parce qu'ils n'ont pas investi suffisamment de la défense, mais parce que... Et c'est ce que je veux demander à chacun d'entre vous pour vous demander quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour ceux qui n'ont pas de voix. Et l'histoire va montrer que le jury n'était pas en mesure de le faire. Et pour conclure, je demande davantage de clarté. Je pense que la clarté ne vient pas d'abstraction, elle vient d'une honnêteté radicale et de comprendre la justice et la vision et d'avoir la justice, pas simplement pour les États-Unis et pour l'Europe, mais pour le monde entier. Et je voulais vous montrer Je voudrais citer Abraham Lincoln et je m'engage auprès d'entre vous en solidarité de faire en sorte que les victimes de l'Ukraine, de la Palestine, du Soudan et du Congo et d'autres atrocités dans le monde ne sont pas mortes en vain. Et nous avons un accord avec la démocratie, signifie que nous devons prendre la parole et respecter notre promesse, le moment de l'Europe et également dans tout cela et dans tout ce que nous avons discuté. Je parlerai en langue de Tocqueville aussi, originelle.
Je ne peux pas commencer autrement que par dire merci. Et merci à Jean-Guillaume, à Stéphanie et toute la famille Tocqueville. Merci à Laure Mandeville, à Corinne Nassif et à toute l'équipe qui rend les conversations possibles et nécessaires. Et aujourd'hui, je parle en tant qu'étudiant du Collège d'Europe, une institution qui était née de la volonté de reconstruire l'Europe sur les ruines de la guerre. Bernard Cazeneuve nous a rappelé que la paix est aux racines du projet européen. Et dans les campus du Collège d'Europe à Bruges, mais aussi à Varsovie et à Tirana, nous avons vécu dans l'esprit européen, non par le passeport, mais par l'effort quotidien de la pensée partagée avec mes chers collègues. Et en fait, je voudrais commencer par une petite anecdote personnelle. La toute première personne de ma promotion de collège que j'ai eu la chance de connaître, Augustin, je l'ai rencontré ici à Tocqueville il y a 1 an précisément. Et donc, ce rencontre s'est transformée en une amitié pour des années à venir. Et cela dit quelque chose. Tocqueville est un lieu de conversation et collège l'est aussi. Et je crois que l'esprit de Tocqueville et l'esprit de collège ont quelque chose en commun. Une certaine idée de la liberté, l'idée que la liberté s'apprend. Comme Tocqueville l'a dit, pour le citer, il n'est rien de plus fécond en merveille que l'art d'être libre, mais il n'a rien de plus dur que l'apprentissage de la liberté. Et c'est exactement ce que l'Europe vit aujourd'hui, une épreuve d'apprentissage face aux épreuves historiques. Et ça ne serait pas possible de partager avec vous tout ce que j'ai appris en ces 2 jours, mais très brièvement, ces jours ont posé un constat clair que l'Europe traverse un moment hobsien. Notamment hier, Oleg Dunda nous a rappelé que la Russie pose une menace révisionniste à l'Europe. Du côté de l'Est, et le côté transatlantique était déjà beaucoup couvert par Russie. Aujourd'hui, Nicolas Tenzer l'a dit sans 2 tours, aussi suite à la dernière table ronde d'hier, que nous ne faisons pas seulement face à une guerre en Ukraine, mais aussi à une guerre contre le principe de droit. Et aussi, c'est une guerre de l'intérieur avec les menaces sur nos libertés. Et la meilleure manière de faire face à ces crises, semble-t-il, est de garder l'optimisme de Michel Barnier. En fait, l'Europe a connu plusieurs crises, mais elle en a sorti toujours plus forte. Cette fois-ci, une recette nous a été donnée par Andrius Kubilius, notamment s'assurer que le moment européen pour la démocratie soit également un moment européen pour sa défense. Pourtant, parmi les obstacles mentionnés, il y avait la peur. Et au titre personnel, je dois dire qu'après 3 ans d'études en France et en Belgique, dans quelques mois, je vais rentrer en Ukraine. Et quand on me demande est-ce que ça fait pas peur, si, ça fait un peu peur, mais je trouve qu'en temps de guerre, c'est plutôt normal. Et c'est surtout une question de trouver un moyen de transformer cette peur en quelque chose de constructif. Et je termine avec une conviction de ma génération que la démocratie européenne, comme Tocqueville l'avait compris, est un art difficile, jamais achevé, et elle a besoin de fermeté, de courage et surtout de conversations comme celle-ci pour ne pas se figer dans la peur.
Merci donc pour ce moment d'apprentissage collectif et à nous tous maintenant de prolonger cette liberté à la fois dure et féconde. Merci.